Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Le Sénat refuse de lever l'immunité parlementaire de Serge Dassault. Le sénateur et patron du groupe aéronautique du même nom est visé par une enquête sur des achats présumés de vote à Corbeil-Essonnes. Les juges souhaitaient le placer sous le régime de la garde à vue. Le bureau du Sénat a donc refusé la demande de la justice. Pourquoi? Les dessous dans ce journal. La droite cherche ses mots et ses arguments pour critiquer les annonces de François Hollande sur la baisse des dépenses, des impôts et le pacte de responsabilité aux entreprises. Le président de l'UMP dénonce un simple slogan et appelle le chef de l'État à décliner ses mots en actes. On en parle avec le club d'éditorialistes du mercredi soir. L'offensive de Manuel Valls contre Dieudonné pose de plus en plus de questions en termes d'efficacité, alors que les élus de Bordeaux, Nantes, Orléans et Tours ont déjà fait savoir qu'ils appliqueraient la circulaire du ministre de l'Intérieur. D'autres font part de leurs réserves à droite comme à gauche. Les détails dans ce journal. Et puis, coup de projecteur ce soir sur les municipales à Marseille. La bataille s'annonce extrêmement serrée. Selon notre sondage exclusif, le candidat socialiste Patrick Mennucci devancerait d'une courte tête au second tour le maire sortant Jean-Claude Gaudin. Dans le cas d'une triangulaire avec le Front National, décryptage à suivre dans ce journal. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est donc non, le bureau du Sénat a refusé de répondre favorablement à la demande de levée de l'immunité parlementaire du sénateur et industriel Serge Dassault. Cette décision aurait autorisé les juges à le mettre sous le régime de la garde à vue dans une affaire de possible achat de voix à Corbeil-Essonnes. Le rappel des faits, c'est avec Camilla Campuzano. Soulagement pour Serge Dassault, le sénateur UMP garde son immunité de justesse. Le vote secret du bureau politique a tranché à 2 voix près, 2 voix probablement de gauche. Je regrette profondément cette décision qui a tenu à très peu. Entre ce que les collègues déclarent quand on les rencontre ou parfois en débat et le résultat du vote, il y a manifestement un hiatus que je ne m'explique pas et que je regrette. Regret aussi du président du Sénat, Jean-Pierre Bel, qui a lui-même voté. Pour la 2e fois, Serge Dassault échappe à la levée de son immunité. L'été dernier, la justice avait dû l'interroger comme témoin assisté seulement. Le sénateur le rappelle lui-même dans une lettre envoyée aux sénateurs concernés quelques jours avant le vote. Il n'était nul besoin de permettre aux juges requérants de prendre à mon encontre des mesures de coercition pour leur permettre d'exercer pleinement et efficacement leur mission. Un argument convaincant à droite. Il ne s'agit pas du tout d'une entrave à la justice peut continuer, il n'y a pas d'impunité particulière. Pas d'impunité, mais avec cette décision, Serge Dassault évite la garde à vue. Il est toujours soupçonné d'avoir acheté des votes aux municipales entre 2008 et 2010. Voilà, et puis ce soir, dans un communiqué, l'avionneur a réaffirmé, je cite, sa volonté de se tenir à la disposition des juges. Et justement, toujours sur ce sujet, à Corbeil-Essonnes, ville dont Serge Dassault a été le maire pendant 14 ans, eh bien, les habitants ont réagi à la non-levée de son immunité parlementaire. Ce sont des réactions, vous allez le voir, partagées entre soulagement d'un côté et indignation de l'autre. Reportage de Cécile Sixou. Vous pouvez pas le laisser tranquille, le vieux ? Visiblement, à Corbeil-Essonnes, parler de l'affaire Dassault ne laisse pas insensible. La décision du bureau du Sénat vient de tomber. Pour cette commerçante, c'est le soulagement. Et puis ce matin, j'étais inquiète parce qu'il ne mérite pas ça. Pour moi et pour beaucoup de monde, Monsieur Dassault, c'est Monsieur Dassault. C'est un homme d'un cœur super, un homme travailleur, un homme qui aime les gens, et voilà. Aller faire du mal, c'est terrible. Même si l'industriel n'est plus maire depuis 2009, ici, c'est son fief. Pour certains, il a laissé dans la ville une bonne image. Il a aidé les jeunes, il a fait des travaux, il a rénové le marché, et il a fait pas mal de trucs. Voilà. Moi, je trouve qu'il l'a accusé pour rien, quoi. À la même table pourtant, autre son de cloche, selon cet habitant, Serge Dassault aurait dû passer devant les juges. Monsieur Dassault ou pas Dassault, ou François Hollande ou n'importe quel, il doit passer à la justice. Voilà.
comme tous les citoyens français. Justice à deux vitesses, dans les rues pour certains, c'est l'indignation. À des gens qui ont des facilités comme ça, je trouve que c'est pas juste tout simplement ça. S'ils méritent d'être punis, il faut qu'ils soient punis. C'est toujours les mêmes qui sont pas obligés d'aller devant la justice. Avis partagé des habitants. Pour les opposants à la mairie en tout cas, le Sénat vient d'empêcher la justice de faire son travail. On reparle d'Ecomove. Vous vous en souvenez, Ecomove, c'est cette entreprise chargée par le gouvernement de recouvrer l'écotaxe poids lourds. La gauche avait dénoncé le contrat signé par le précédent gouvernement avec cette société. La droite elle-même s'était divisée sur le sujet. Eh bien, une commission d'enquête sénatoriale a pour but de faire la lumière sur cette entreprise. Paul Bouffard. Une audition sous tension. Devant les sénateurs, la direction de la société Ecomove, chargée de collecter la taxe écologique poids lourd. Officiellement, la société privée percevra 230 millions d'euros nets par an pendant 11 années. Objectif de la commission d'enquête, éplucher les modalités du contrat. Répondre à la question de savoir si l'État vraiment a eu raison de passer par un prestataire privé, c'est une question incontournable. Il faudra qu'on y réponde. Il faut qu'on réponde à la question quels étaient les engagements de part et d'autre, qui pourra donner à dire si on pense que quelqu'un a été lésé ou pas lésé dans ce contrat. Selon Ecomove, leur offre était la moins coûteuse pour l'État français. Montant total des investissements, 650 millions d'euros. À la sortie, le président italien Daniele Maini reste peu bavard. Messieurs, votre sentiment après cette première audition? Merci, pas des commentaires. Au même moment, une enquête judiciaire du parquet de Nanterre cible les questions de corruption. À l'Assemblée nationale, une mission d'information, elle, est chargée de faire des propositions pour refondre l'écotaxe. L'offensive de Manuel Valls contre Dieudonné pose de plus en plus de questions en termes d'efficacité. Alors que les élus de Bordeaux, Nantes, Orléans et Tours ont déjà fait savoir qu'ils appliqueraient la circulaire du ministre de l'Intérieur, eh bien d'autres font part de leurs réserves, à droite comme à gauche. On va en parler dans un instant avec notre club d'éditorialisme. Mais d'abord, je vous propose d'écouter les propos de la garde des Sceaux à la sortie du Conseil des ministres ce matin. Le sujet n'est pas que judiciaire, il n'est pas que judiciaire et nous devons prendre notre part dans la lutte politique qui consiste à faire assumer la mémoire commune d'une part, à respecter la loi d'autre part, à respecter ce qu'est un crime contre l'humanité, toutes les souffrances que cela suppose aujourd'hui encore et à faire en sorte que les valeurs de la République prévalent. Le club d'éditorialistes du mercredi soir avec les thèmes au menu du 22h, François Hollande et la conférence de presse à venir. Le président va-t-il confirmer le tournant dont on parle depuis ses vœux aux Français? Virage ou inflexion sociale libérale qui embarrasse visiblement la droite. L'opposition cherche ses arguments pour contrer le chef de l'État et lui demande de passer des paroles aux actes, on en parle. Et puis le feuilleton judiciaire autour de Dieudonné ne fait que démarrer. Pour quel résultat et surtout pour quelle efficacité? Analyse de la méthode Valls avec nos invités ce soir. Je vous les présente avec plaisir. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir. Bonsoir et bienvenue, directeur de la publication du site Atlantico. Avec nous également Laurent Geoffrin, bonsoir. Bonsoir. Directeur du Nouvel Observateur. Notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombault nous accompagne. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et puis il fait sa rentrée 2014 dans le 22h. Dessinateur Hervé Baudry, bonsoir Hervé. Bonsoir Sonia. Meilleurs vœux. Bonsoir à tous. Bonne On vous année. souhaite. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De beaux dessins, de belles caricatures pour 2014? De bonne équipe à chaque fois pour qui m'inspire. Je vous le garantis, une bonne équipe à chaque fois. Alors messieurs, avant de parler de ces sujets au menu de notre club éditorialiste, votre réaction d'abord sur cette information aujourd'hui du Sénat, donc la non-levée de l'immunité parlementaire de Serge Dassault. Déjà en termes d'image, Laurent Geoffrin, pour le Sénat, qu'en pensez-vous? Ça fait un peu corporatiste. Parce qu'il y a des questions importantes qui se posent sur ces agissements, sur ce qui se passe dans cette localité, sur les liens entre Serge Dassault et un certain nombre d'individus manifestement peu recommandables qui se tirent dessus, qui sont manifestement des gens habitués à l'illégalité. Donc quelle est la nature des liens? Il y a une enquête dans l'Obs extrêmement précise là-dessus. Donc ça pose beaucoup de questions. Donc l'absence de levée d'immunité pose un problème. Pose un problème. Jean-Sébastien Ferjou. Oui, mais je pense que l'immunité parlementaire, elle vise à éviter des procès qui seraient uniquement politiques. Je pense que Serge Dassault a quand même les moyens de se défendre par ailleurs
et juridiquement et dans les médias, et que j'ai aucun avis sur le fond. Pour le coup, je lirai avec attention l'enquête du Nouvel Observateur, mais il me semble qu'il aurait eu aussi peut-être intérêt lui aussi. Cette levée de l'immunité parlementaire devait permettre justement à le placer éventuellement sous le régime de la garde à vue. C'était une demande des juges, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Évidemment, lui dit qu'il est à la disposition de la justice, mais en termes d'image, qu'est-ce que cela renvoie ? Effectivement, un peu de corporatisme de la part du Sénat, comme bien souvent, mais je pense que la transparence est souvent meilleure sur ce genre de sujet. Dernière période, le Sénat n'a pas quand même valorisé son image. L'histoire du non-cumul des mandats, par exemple, dont on peut discuter le bien fondé, mais c'était quelque chose de très populaire, donc on a l'impression que ces gens se défendent. Cette affaire d'immunité, de non-levée de l'immunité parlementaire aussi, on peut s'interroger d'ailleurs sur le maintien de ce principe d'immunité. Et puis il y a les faits quand même, parce que les faits, c'est qu'on peut trouver normal que les sénateurs estiment qu'à partir du dossier qui leur a été soumis, estiment que les arguments du juge ne sont pas suffisamment étayés. Je ne fais pas l'avocat du diable, parce qu'il n'y a pas de diable dans l'affaire, mais pas suffisamment étayés pour lever cette immunité. Donc, mais ce qui est gênant, c'est qu'on a l'impression que c'est un jugement politique, puisque toute la droite a voté contre la levée de l'immunité, puis il y a un ou deux jugé brebis galeuse par le Parti socialiste qui se soit s'est abstenu. Alors dont on ne connaît pas le nom parce que c'est secret. Et là aussi on peut s'interroger pourquoi ce vote-là est secret, l'immunité est secret. Mais en même temps on peut dire oui effectivement je lis le dossier, j'estime que... Mais c'est pollué par le fait que toute la droite a voté contre et que toute la gauche a voté pour, sauf deux. Hervé Baudry, première caricature de 2014, c'est un grand spectacle. Voilà, après le théâtre de la main d'or qui nous occupe pas mal en ce moment, on a le théâtre de la main invisible. Puisque vous parlez du théâtre de la main d'or, je vais vous demander de montrer peut-être le premier dessin tout à l'heure, Hervé Baudry. Passé, je crois, on peut le remonter. Le voici. Voilà. Donc c'est Serge Dassault. Quenel, non Serge, si tu le vois, bonjour. Bras d'honneur, dit il veut aller voir les juges. Mais précision de communiquer ce soir de l'Avionneur qui précise qu'il est à la disposition des juges. Alors justement, cet autre sujet, c'est Dieudonné face à la riposte à l'offensive de Manuel Valls et du gouvernement. Certains, Laurent Geoffrin, commencent à s'inquiéter au sein de la majorité d'un éventuel retour de bâton ou effet boomerang après l'offensive de Manuel Valls contre les représentations de Dieudonné. Certains élus doutent aussi de l'efficacité et on va dire de la solidité juridique de la circulaire. Déjà sur ce point, qu'en pensez-vous? Je pense que la voie judiciaire est la meilleure, c'est sûr. Ce que fait Dieudonné est illégal. Il a été condamné 7 fois, je crois. Il ne paye pas ses amendes, il fait des souscriptions pour payer ses amendes, qu'il ne paye pas d'ailleurs. Tout ça est totalement illégal. Donc il y a des sanctions nécessaires. On ne peut pas tout admettre. Commencer par l'antisémitisme ou le racisme ou l'intolérance à l'égard de telle ou telle religion. C'est pas possible, ça. Mais vous entendez, malgré tout, une partie de l'opinion, des commentateurs, des intellectuels qui jugent, se trompe pour le coup. Il qui faut jugent maladroite ou contre-productive la volonté. Qu'est-ce qu'on appelle maladroit? Est-ce que c'est le fait de sanctionner ou bien c'est la modalité qu'on emploie? C'est pas la même chose. Et souvent, les gens qui critiquent la modalité, en fait, sont hostiles à la sanction elle-même. Mais pour vous, ils ont tort, ceux qui critiquent à la fois le fond et la forme. Pas forcément, parce que c'est une question d'ordre public. Donc il faut démontrer que les spectacles de Dieudonné portent atteinte ou risquent de porter atteinte à l'ordre public. C'est plus difficile juridiquement, c'est vrai. En même temps, sur le plan moral et sur le plan du fond, il n'y a aucun doute. Il faut réprimer. Il faut réprimer. Parlons justement du plan juridique et aussi de l'impact dans l'opinion. Jean-Sébastien Ferjot, c'est un sondage que je lis à l'instant d'ailleurs du CSA et de votre site Atlantico. Une faible majorité de Français, mais quand même 52%, sont favorables à l'interdiction des représentations meeting de Dieudonné et 64% pensent que la mesure ne sera pas efficace pour lutter contre l'antisémitisme. Ben effectivement, déjà, je trouve que le chiffre des 52%, il est plutôt plus bas que ce à quoi on aurait pu s'attendre avec les espèces de déferlement de condamnations qu'on a entendu dans tous les sens ces derniers jours. Après, je le précise, évidemment, sur le fond, les propos que tient ou qu'a tenu Dieudonné dans un certain nombre de circonstances sont absolument infâmes. Mais il y a plusieurs points. Il y a le point juridique, effectivement. Moi, je doute de la méthode en particulier. Et je pense, et quand on en parle avec des juristes, ça sera très difficile d'arriver au bout de cette logique-là. Et donc, c'est quand même peut-être contre-productif parce qu'à l'arrivée, c'est une défaite judiciaire, qui est-ce que ça va renforcer? Après, au-delà du juridique, il y a aussi le point que les Français constatent manifestement, et je fais partie de ceux-là qui doutent que ça serve à lutter contre l'antisémitisme. Après, si on doit passer par la voie judiciaire
pour abattre Dieudonné. Mais après, doit-on en faire le sujet majeur de la France? Je suis pas sûr non plus que ce soit la première des priorités. Oui, mais si, mais c'est un peu toujours la même histoire entre la prostate de François Hollande, Leonarda ou ce genre de sujet. On parle quand même souvent de choses qui ne sont pas au cœur des préoccupations des Français. Et l'antisémitisme supposé, puisque maintenant les lois mémoriales nous empêchent précisément aussi parfois de dire les choses, parce que c'est ça le piège de ces lois. C'est ça le piège de ces stratégies juridiques. Il n'y a pas de question. Je pense qu'il n'y en a pas. Supposé, je pense que lui serait capable de nous attaquer et je pense qu'on pourrait avoir des problèmes devant les tribunaux précisément parce que lui, oui, quand on le dit, parce qu'il nous dirait je suis antisioniste. S'il veut m'attaquer, qu'il m'attaque. Oui, mais le problème c'est que ça sera difficile devant les tribunaux. C'est ça le problème de. C'est ça de prouver qu'il est antisémite. Ça, lui dira qu'il est antisioniste et encore une fois, je pense que devant un tribunal, la conviction qu'on peut en avoir, oui, je pense qu'elle n'est pas très difficile. Il a été condamné cette fois. L'histoire de Patrick Cohen, on regrette la fin des... Mais non, mais ça... Non, mais je veux dire, il est antisémite. Oui. Je veux dire, on mais peut pas je pointais du doigt autre chose, le fait que dans ces stratégies-là, bien souvent, elles finissent par être contre-productives parce que c'est un piège dans lequel on s'enferme. Parce que c'est aussi un piège pour ceux qui veulent justement attaquer. On est placé devant un choix, c'est-à-dire ou bien on fait quelque chose, ou bien on ne fait rien. À mon avis, ne rien faire, c'est légaliser de facto, enfin légaliser la parole antisémite. Il peut y avoir la stratégie Al Capone. Enfin, la stratégie Al Capone, c'est précisément... exactement. Enfin, Al Capone, à l'époque, on l'a fait tomber sur des points fiscaux. Mais elle est mise en place. Excusez-moi, peut-être, mais c'est ce qui a marché, si on raisonne en termes d'efficacité. Elle est mise en place, cette stratégie Al Capone, comme vous dites, puisqu'il y a déjà une enquête, d'ailleurs, qui a été révélée par Tracfin, donc pour blanchiment d'argent avec des mouvements de fonds vers le Cameroun. Il y a aussi donc ces amendes qu'il va devoir évidemment régler, Jean-Luc Combault, malgré un montage. C'est ça tout le problème, en fait. Il faut décortiquer. C'est tout le problème de Tracfin, c'est de découper le montage à 400 000 € qui sont sortis de manière illégale. Moi, parce qu'il y a deux problèmes dans cette affaire. Il y a l'aspect juridique que vous soulignez. Et puis même, comment se fait-il que des gens payent pour rire de ce qui est ce qu'on peut appeler des cochonneries, quoi. Je veux dire, c'est incroyable. J'ai vu une chronique d'un philosophe dire il est souvent drôle, condamnant. En même temps, condamnant. Mais on ne peut pas être drôle quand on est haineux. Ce n'est pas possible. On est drôle quand on est moqueur, mais pas haineux. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Comment se fait-il qu'il y a autant de gens qui payent pour écouter ça et en rire? On entend de plus en plus de voix. Oui, mais autre question, Jean-Louis, comment se fait-il que Manuel Valls ne réagisse pas, ni Christiane Taubira, quand le maire de Bayonnais, qui est communiste, déclare comme citoyen d'honneur de sa ville Georges Ibrahim Abdallah, qui est en prison en France, dans les prisons de la République, pour avoir, on le rappelle, c'est un Palestinien qui avait assassiné un diplomate israélien en France et un diplomate américain. Voilà, il y a un maire communiste en France, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a quelques jours. De mesures, selon vous? Je trouve, non mais encore une fois, les propos de Dieudonné sont... On l'a compris, infâme, vous les condamnez. Sur le point dont vous parliez, Jean-Louis, comment se fait-il qu'il y ait des gens qui aillent à ces spectacles-là? Je pense qu'on doit tous se poser la question de notre responsabilité collective sur comment, par les confusions idéologiques diverses qu'on entretient, on finit par en arriver là. Mais il y a une vraie question, Laurent Geoffrin, c'est pourquoi ce monsieur prend-il autant de place aujourd'hui? Pourquoi ces vidéos sur le net sont-elles autant suivies? Est-ce qu'il y a un vide idéologique à ce point pour qu'il puisse s'installer? Nous lui donnons, malgré nous aussi, de la place dans les médias et puis la politique avec l'offensive d'Emmanuel Valls. Ça fait 10 ans qu'il fait ça. On lui donne de la place dans les médias depuis 3 semaines. Hein. Oui, enfin certains se sont réveillés il y a 3 semaines. Obsédés. Mais attendez, on ne peut pas à la fois dire qu'on en parle trop, qu'on n'en parle pas assez. Il faut choisir. Mais toute victime de la censure, quelle qu'elle soit, attire la sympathie ou du moins l'attention d'une partie du public. C'est un mot polémique, la censure. Dans toutes les démocraties du monde, il y a des choses qui sont interdites. Il n'y a pas de société où il n'y a pas d'interdiction. Il n'est pas interdit d'interdire. La question est de savoir s'il y a beaucoup d'interdictions et si elles sont justifiées. Mais le fait de dire qu'on dit ce qu'on veut, non, on ne dit pas ce qu'on veut. Même aux États-Unis, où il y a le premier amendement de la Constitution qui est extrêmement clair, on ne dit pas ce qu'on veut. La pornographie est réglementée, la diffamation, etc. Tout ça est connu depuis la Déclaration des droits de l'homme et depuis la loi sur la presse, au moins. Donc ça fait 2 siècles ou au moins un siècle. Donc on sait bien qu'il y a un moment où l'illégalité doit être sanctionnée, autrement les lois, il n'y a plus de loi, quoi. Non mais ça, on est d'accord là-dessus, mais moi ce qui me gêne, dans ce débat-là et dans la polémique, c'est au-delà des moyens. Ce qui me gêne, c'est qu'on est en train de traiter le symptôme plutôt que de s'intéresser à la cause. Et effectivement, la cause, c'est pourquoi y a-t-il des gens... On peut traiter le symptôme et la maladie. Oui, enfin là, on a l'air de se concentrer essentiellement sur le traitement du symptôme plus que de se poser la question de la cause. Mais effectivement, quand on entend assez librement partout dans la société
française, que derrière chacun des malheurs, il y a un salaud, que les riches sont toujours des salauds, etc. Enfin, ce sont aussi des propos qui entretiennent... Le complotisme est dangereux de ce point de vue-là. C'est pas que du complotisme, c'est qu'il y a une espèce de libération des paroles démagogiques. Enfin, il y a d'un côté beaucoup de démagogie et de l'autre des montagnes de bien-pensance. Les attaques contre les riches en général, qui sont des attaques très classiques. Regardez, hier, quand Jean-Claude Mailly hier nous explique que c'est pas un drame que les cadres de chez Goodyear aient été kidnappés. On est d'accord, c'est pas un drame humain. Il y en a des bien pires qui existent sur cette planète. Oui, sortes de choses mais on ne mélange pas. Non, parce que précisément, posons-nous la question, nous tous, de cette démagogie qu'on entretient, parce que quand il dit ça, on n'est pas en train d'essayer de mettre en place un véritable dialogue social, il est en train d'entretenir, alors que les patrons de leur côté aussi leur responsabilité. Oui, mais c'est pas illégal. Oui, mais quand on entend Jean-Luc Mélenchon qui dit débarrassons-les tous, quand on entend ce genre de propos-là, et aussi dans un autre genre de confusion, Madame Taubira, quand elle fait voter une loi sur sur l'esclavage, pardon, et qu'on oublie une part de la réalité de l'esclavage au motif qu'il fallait pas désespérer les banlieues. Mais oui, mais c'est l'ensemble de ces confusions idéologiques qui produisent aussi Dieudonné. Non, dans une démocratie... Et on en est tous responsables. Attendez, je vais terminer. Dans une démocratie, on a droit à la polémique. C'est le lot commun de toutes les démocraties. Il y a des polémiques très virulentes. C'est pas parce qu'on fait une polémique virulente qu'on commence à être raciste. C'est deux choses tout à fait différentes. Le racisme est illégal, la polémique est légale. Qui sont intéressantes et d'autres non. Oui. On a le droit de le dire. Il y a cette grande question de fond. Il y a aussi la forme, c'est-à-dire l'efficacité de cette circulaire, de cette interdiction. Donc à l'instant, le polémiste Dieudonné, je lis sur la dépêche AFP, qui dépose un recours devant le tribunal administratif d'Orléans contre l'interdiction de son spectacle prévu à Tours vendredi, donc selon le tribunal. Donc c'est en tous les cas un feuilleton et une bataille judiciaire qui est Puis ne serait-ce qu'il y a un mot, est-il un polémiste, est-il un humoriste? Parce que je pense que si on pose la question, est-ce qu'on interdit un meeting antisémite, c'est pas la même chose que est-ce qu'on interdit un spectacle d'un humoriste qui fait du mauvais goût. Et justement, regardez cette caricature d'Hervé Baudry qui me permet de vous poser cette question. Qu'est-ce qu'il représente, Dieudonné, aujourd'hui? Laurent Geoffrin. Qu'est-ce qu'il représente? Oui, qu'est-ce qu'il représente? C'est la conjonction de deux choses. Il y a l'extrême droite traditionnelle, qui a toujours été antisémite pour une partie, et une partie des gens, entre guillemets, des banlieues, une partie. Et c'est vrai qu'il y a un antisémitisme latent chez une partie de nos concitoyens. C'est un fait, il faut le savoir. On a publié, nous, des enquêtes là-dessus. Et donc, ces deux forces se conjuguent pour une chose extrêmement grave, au fond. Parce que il y a une concurrence des minorités, quoi. Il y a des minorités qui pensent qu'en attaquant la minorité d'à côté, ça va être formidable. Mais elles ne se rendent pas compte du fait que si on ne protège pas l'une des minorités, au nom de quoi on va protéger l'autre? Si les musulmans ou les arabes attaquent les juifs, au nom de quoi on va protéger les musulmans si on ne protège pas les juifs? C'est lié. Donc il est important d'agir vite et fort. Ce sont tous des citoyens, ils ont les mêmes droits. Alors, on va passer à l'autre thème de notre club éditorialiste. François Hollande, le tournant, point d'interrogation, départ à Lausanne, Jean-Luc Gombault, virage, inflexion, tournant, changement, mue, conversion, bref. Vous trouvez tous ces mots à la une de vos journaux pour décrire la déclaration d'intention du président Hollande lors de ses vœux. Alors, dans les mots, Jean-Louis, dans la sémantique, il y a une inflexion, un coup de barre vers un socialisme, disons, pragmatique, ou est-ce que alors c'est un tour de passe-passe? C'est une confirmation d'une inflexion qui a eu lieu il y a déjà un an. Quand on a publié, quand a été votée la loi sur les contrats emploi, compétitivité, puis la flexibilité du travail, c'était pas un tournant proprement dit pour François Hollande, parce qu'il a toujours pensé ça. Ce qui s'est passé, je pense... Il a juste fendu l'armure, peut-être, selon vous. Il a fendu l'armure sans le dire aussi, parce que jamais François Mitterrand n'a dit en 83, il y a un tournant de la gauche. Il n'a jamais dit ça, il n'a jamais explicitement... Il n'a pas nommé les choses. Il n'a pas nommé les choses, il l'a fait, tout simplement. Et François Hollande l'a engagé. Alors, ce qui est vrai, c'est que dès le départ, en résumant en une minute, dès le départ, il avait compris qu'il y avait un problème de finances publiques. En revanche, il n'avait pas bien saisi qu'il y avait un problème de compétitivité des entreprises françaises. D'ailleurs, la preuve, dans une interview qu'il a donnée au Monde il y a quelques mois à peine, 2 mois peut-être, il a dit ça fait 3 ans qu'il y a une conjoncture très mauvaise, ça va finir par se retourner. Donc il n'avait pas bien saisi la nature du problème. Et ensuite, progressivement, voyant que ça durait, il l'a saisi et il s'est lancé effectivement dans quelque chose de nouveau, en accent plus pas seulement son politique économique sur la question budgétaire, mais également sur la question des entreprises. Et il ne pouvait pas le faire plus tôt parce que peut-être il n'avait pas bien saisi la profondeur et la spécificité de la crise, mais aussi parce qu'il a dû estimer que les Français n'étaient pas prêts
n'était pas prêt. Et donc vous avez deux façons de rater quelque chose. Soit vous êtes trop en retard, soit vous êtes trop en avance. Et vous ne pouvez pas réussir si vous avez l'un des deux défauts. Et là, il semble actuellement en train de résoudre son problème. Mais ne croyez pas qu'il va dire à sa conférence de presse « J'engage un tournant dans ma politique économique ». Il ne dira jamais ça. Il ne dira pas ce qu'a croqué Hervé Baudry. C'est un petit raccourci, mais... Enfin, mais notre une expert autre courbe. nous dément. Il a saisi ce virage-là, mais... Est-ce qu'on peut dire, Laurent Geoffrin ou Jean-Sébastien Ferjou, que le président quand même a marqué ce début d'année? Il l'a préempté quelque part. Il ne va pas dire clairement je suis social-démocrate ou social-libéral, mais il a fendu l'armure. Il a fait. Il l'avait déjà dit. Hein. Il a dit clairement, aussi clairement que ça. Mais c'était dans les statuts à Londres. Oui. Est-ce qu'il l'a dit clairement en France? Je ne sais pas. C'est dans les statuts du Parti socialiste. Donc il a fait son coming out politique, selon vous? Dans les statuts du Parti socialiste depuis 10 ans, il est marqué que l'économie de marché est la règle. Que c'est les excès qui font... Vous avez lu entre les lignes ou c'était bien souligné ou c'était... Non, ouais. Ça a eu lieu, ce tournant. Ah oui, donc tournant, pour vous, le tournant... Lisez, il faut lire les textes. Oui, vous avez tout à fait raison, mais j'écoute aussi le président. Mais pour vous, le tournant, il est clair, il est là, il est visible, il est présent. C'est parce qu'il a aligné un certain nombre de thèmes qui sont pas dans la gauche traditionnelle. Mais il y a quand même un problème de définition, parce que si je comprends bien, mettre les finances publiques en équilibre, alors ça c'est de droite, et faire des déficits, c'est de gauche. Mal gérer les dépenses publiques, c'est de gauche, et bien gérer, c'est de droite. Si c'est ça, c'est une caricature. C'est pas parce qu'on dit qu'on va réduire les déficits qu'on est forcément de droite. La gauche, elle ne peut pas dépenser, elle le sait bien d'ailleurs. Oui, mais elle l'a jamais dit aussi clairement, reconnaissez-le. Oui, ça c'est vrai. Encore une fois, parce que j'ai dit au début, il a aligné un certain nombre de thèmes qu'on ne retrouve pas à la gauche de la gauche ou dans les zones les plus traditionnelles du Parti socialiste, ça c'est vrai. Mais en même temps, quand on dit... en France, on a le record d'Europe pratiquement avec le Danemark, je crois, des prélèvements obligatoires, des impôts, des cotisations, tout ça. Quand on dit, voilà, on va les diminuer un peu, on devient un libéral tout d'un coup. C'est pas sérieux, c'est pas parce qu'on va diminuer de 2 points les prélèvements obligatoires qu'on devient... on a le Reagan. Si on fait 2, c'est déjà beaucoup. Il y a cet aspect-là, mais il y a un vrai pari quand même, Jean-Sébastien Ferjou, sur l'emploi, via les entreprises, leur compétitivité, leur attrait, leur bonne santé. C'est pour ça que l'on parle de ce virage. Et comme le dit Hervé Baudry, Hollande, champion du monde de slalom, attention, sans le gadin. J'ai une petite pensée pour Angela Merkel. Jean-Sébastien Ferjou, justement, sans gadin. Pour l'instant, on en est quand même au stade de la déclaration, et pour le coup, il l'a dit plus clairement là. J'ai un peu envie de... Enfin, je peux faire Schtroumpf grognon ou Schtroumpf joyeux, mais sur le côté Schtroumpf grognon, c'est quand même pas la première fois qu'il affiche ces objectifs-là. Quand on regarde... Non, mais quand on lit les annexes du projet de loi de finances 2014, et on regarde les dépenses, mais je suis désolé, on a augmenté, il y a eu un choc fiscal, augmenté les impôts de 38 milliards d'euros. On a réduit le déficit uniquement de 15 et les dépenses publiques ont augmenté de 26 milliards d'euros l'année dernière. Enfin, François Hollande, il nous revend quand même toujours le même plat, parce que souvenons-nous, on a déjà eu un peu les mêmes discours. Alors là, il y a quelqu'un qui a dit, un ami du président qui a dit, c'est un virage social-libéral, donc ça a créé à nouveau un choc. En fait, c'est quand même de la com. Je suis désolé, François Hollande, il a déjà annoncé que 50 milliards d'euros d'économies, on devait les faire sur le quinquennat. Quand on voit sur les 2 premières années du quinquennat, on en est très très loin, comme je vous disais. Attendons les chiffres définitifs de l'INSEE au mois de mars. Après, pour faire le schtroumpf joyeux, malgré tout, je préfère... Non, je suis pas peut-être, allez savoir. Mais je préfère quand même l'entendre dire ça plutôt que les commentaires qui ont été faits par certains dans la majorité. Et vous préférez qu'il passe à l'acte, peut-être encore plus. Je préfère qu'il passe à l'acte. Voilà. Et surtout, je trouve qu'il y a autre chose de plus intéressant qui n'a fait qu'effleurer et qu'esquisser, mais qui pourrait être le nouveau deal qu'il y a avec les Allemands. Effectivement, parce qu'au-delà de la compétitivité des entreprises françaises, comme le disait Jean-Louis, et ce point-là, c'est important que le gouvernement le prenne en compte, il y a aussi le problème de la structure de l'euro. Et je ne vous dis pas qu'il faut être pour ou contre l'euro, je vous dis la manière dont l'euro fonctionne étouffe l'économie européenne. Mais là, on pourrait être dans un deal où on dit aux Allemands, lâchez un peu sur la rigidité monétaire et nous, on sera plus sérieux, plus rigoureux sur le budgétaire. Alors, messieurs, en tous les cas, virage ou pas, inflexion sociale libérale ou pas, en tous les cas, cela embarrasse visiblement la droite. L'opposition cherche ses arguments pour contrer le chef de l'État et lui demande, eh bien, un petit peu comme vous, Jean-Sébastien Ferjou, de passer des paroles aux actes. Et on voit tout cela avec Jérôme Rabier. Je propose un pacte de responsabilité aux entreprises. En tendant la main aux entreprises et en assumant un virage social-libéral, François Hollande a-t-il troublé l'UMP? Aucune réaction à droite pendant plusieurs jours alors que les vœux du président sont traditionnellement immédiatement critiqués. Et quand certains prennent la parole, malgré la méfiance, le consensus n'est pas loin.
si le président veut alléger les charges, chiche, moi je suis prêt à voter un allègement de charges. Oui, il faut aller dans ce sens-là, social et libéral. Nous sommes pour cette orientation, mais qu'il passe à l'acte. Même le président du MEDEF, Pierre Gattaz, salue cette décision présidentielle. De quoi faire peur à l'UMP? Assez en tout cas pour que le président du parti n'incite le patronat à ne pas céder au chant des sirènes. Je recommande qu'il ne troque pas l'exigence de vigilance qui doit être la sienne contre un plat de lentilles. Attention, le rôle des entrepreneurs aujourd'hui, c'est pas de se contenter de petites mesures dont on sait pertinemment qu'elles sont très en deçà de ce dont l'économie française a besoin. L'UMP pourrait être incité à aller plus loin dans ses propositions économiques afin de se différencier de l'inflexion libérale de François Hollande. Réponse le 25 janvier, puisque le Conseil national du parti doit valider ses propositions économiques pour le pays. Voilà, et vous l'avez entendu, attention au plat de lentilles. C'est un avertissement sérieux de Jean-François Copé et Jean-Luc Gombault aux entreprises. L'UMP qui a du mal quand même à attaquer le président. Oui, c'est extraordinaire qu'il donne un conseil au MEDEF. D'ailleurs, il doit gêner un peu le MEDEF parce que le MEDEF n'a pas du tout l'intention d'être taxé. Il a tendu la main plutôt au président. Exactement. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu une sorte de désarroi. Venez à mon secours, dites que M. Hollande triche, dites qu'il ne le fera pas, comme si, sans avoir le soutien du MEDEF, il était un peu désemparé. Ça montre bien que, quand même, dans cette affaire, M. Hollande les a pris un peu à contre-pied. Il a quand même fallu, c'est vrai, une semaine à l'opposition pour qu'elle réagisse, et encore pas d'une seule voix, parce que Jean-Pierre Raffarin dit « Chiche, ok, si François Hollande applique son programme, je le soutiendrai », et Jean-François Copé, vous l'avez entendu, dénonce le piège, le slogan. Laurent Geoffrin. Ils sont un peu longs à la réaction. La détente, oui. La détente, oui, parce que ils ont mis une semaine à lire écouter ce qu'avait dit Hollande. Parce que le lendemain, par exemple, Nathalie Kosciusko-Morizet, elle a dit y a rien, c'est nul sur la forme et il n'y a rien dans le fond. Mais parce que ça a été plus clair après le Conseil des ministres du vendredi, quand même. Ça a été plus clair quand il y a eu l'explication de texte après le Conseil des ministres du vendredi que pendant les vœux, malgré tout. Les vœux étaient moins clairs. Hervé Baudry, François Hollande, déguisé en François Lupin, qui a volé les bijoux de l'UMP. Et c'est vrai, Jean-Sébastien Ferjou, moins de charges sur les entreprises, moins de dépenses publiques, moins d'impôts. Le nouveau programme économique de François Hollande, il colle quand même aux revendications de l'UMP. Oui, mais enfin, pourquoi est-ce que ça devrait être les bijoux de l'UMP? On peut juste parler d'une espèce de bon sens aussi. Enfin, c'est pas interdit de partager une forme de bon sens ou d'essayer d'avancer dans le même sens quand les objectifs sont bons. Après, de toute façon, l'UMP étant plus ou moins en état de coma cérébral avancé, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à en attendre. Je vous parle pas des individus pris séparément les uns les autres, mais collectivement. Enfin, ça fait quand même bien longtemps qu'ils n'ont pas produit grand-chose. Ben voilà, ils en payent aussi le prix parce que peut-être qu'ils pourraient essayer de vous dire des choses justement sur un deal franco-allemand ou essayer d'aller plus loin justement. Jean-Luc Gombault, sur ce rapprochement, en tous les cas, sur un programme économique qui a des points communs. Là, en écoutant M. Raffarin à l'instant, se demander, mais est-ce qu'il serait prêt à participer à une grande coalition, quelque part, après les européennes, en disant, bon, bah, écoutez, franchement, il est temps de mettre en œuvre tout ça, et je fais appel à M. Raffarin. Dans l'opposition constructive, vous savez qu'en Grande-Bretagne, justement, parce qu'on sait qui sera le prochain Premier ministre, parce que c'est le chef actuel de l'opposition, bien malin en France qui serait capable de dire qui serait le prochain UMP qui arriverait au pouvoir, mais en tout cas, ils sont comptables de ce qu'ils font dans l'opposition aussi, et quand ils disent quelque chose, et ça serait un peu utile parfois qu'on grandisse du point de vue de notre culture politique. Grandissons. C'est un bon conseil pour 2014. Mais sans faire des coalitions pour autant, parce que si on a envie de faire venir Marine Le Pen, nous faisons rentrer l'UMP dans une coalition. Alors messieurs, comme tous les mercredis à présent, la revue de presse des hebdos, avec d'abord, le point. On va regarder cette une avec cette question. Et s'il se réveillait, justement, il s'agit de lui, François Hollande, impôts, dépenses, réformes. Nous verrons s'il va y avoir des détails à cette conférence de presse. Laurent Geoffrin, s'il est prévu qu'il y ait plus d'éléments, plus de précisions autour de ce pacte de responsabilité aux entreprises. À venir, le Nouvel Observateur. Avec cette une, regardez, la haine, antisémitisme, racisme, voyage dans une France xénophobe, sans point d'interrogation. Et je vous pose la question, sans point d'interrogation, c'est-à-dire que la France... C'est pas toute la France, c'est la France xénophobe. Mais elle est en progression. Tous les sondages le montrent, d'une part, et nos journalistes ont fait une enquête longue, approfondie, dans la société française, dans toutes les zones, dans tous les secteurs. Il apparaît bien qu'il y a une forte minorité de nos concitoyens, malheureusement, qui cèdent à l'intolérance et à la xénophobie.
Jean-Sébastien Ferjou. C'est peut-être le cas, mais encore une fois, ne mélangeons pas tout. Je ne vous dis pas que c'est ce que vous avez fait dans cette enquête-là, je ne l'ai pas encore lu. Mais encore une fois, ne mélangeons pas ou ne confondons pas racisme et xénophobie et simplement la peur de ne plus être chez soi. Oui, mais la confusion est quand même bien souvent faite. Et il peut y avoir une anxiété et un sentiment de dépossession du destin qu'éprouvent un certain nombre de Français et que parfois, ou même bien souvent à tort, on assimile à la xénophobie qui ne nous rend pas service. Mais je ne disais pas que c'était ce que vous aviez fait. Alors justement, voilà, le Nouvel Observateur, comme ça vous lirez le dossier. Et on va finir sur le Nouvel Observateur avec cette caricature d'Hervé Baudry. Ils vont changer la bourse, il paraît, au Nouvel Obs. Alors, Free Observateur, on vous a préparé spécialement, Laurent Geoffrin. C'est l'arrivée notamment confirmée, je suppose? C'est-à-dire que je me réfère à ce qu'a dit mon ami et patron, Claude Pédriel. Il a signé, ou il va signer, je sais pas. On peut être ami avec ses patrons. Ben oui, en l'occurrence, c'est le cas. Il faudra en parler à Jean-Claude Mailly. Dis donc, il a la dent dure, Jean-Sébastien Ferjou. Oui. En plus, on se connaît bien. Il a signé une sorte de promesse de vente. Enfin, ça s'appelle négociation exclusive avec ces trois actionnaires éventuels. Mais le et Nouvel donc Observateur, maintenant, il y a une discussion plus précise sur les modalités qui s'engagent, qui va durer 1 mois. Donc c'est pas tout à fait fait. Hein. Mais on pourrait rebaptiser. La têtière, on pourrait rebaptiser le Nouvel Observateur Free Observateur, c'est pas mal. C'est pas prévu. C'est pas prévu encore. Non, il est prévu au contraire que la charte du journal, qui est très importante, soit absolument respectée. C'est-à-dire que l'indépendance rédactionnelle soit garantie quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que vous pourrez parler de Free et de la 4G totalement librement. Yes. C'est dit. Merci en tout cas d'avoir répondu franchement à nos questions. Restez avec nous, messieurs. On va parler dans quelques instants d'un sondage sur les municipales, un sondage exclusif Public Sénat, Paris Match et l'IFOP sur Marseille. Mais d'abord, le tour de l'info. Il est signé ce soir Agathe Pécasta. Oui, notre mission, elle est en train de s'achever au Mali. Les effectifs passeront de 2500 à peu près aujourd'hui à 1600 au milieu du mois de février. Lors de ses vœux aux armées, le président de la République s'est montré rassurant sur la situation au Mali. Sur l'engagement en Centrafrique, François Hollande se montre plus prudent. La situation politique sur place est instable. Demain, le président de transition, Michel Djotodia, devrait présenter sa démission sous la pression de ses pairs africains. Porté au pouvoir en mars dernier par les ex-rebelles de la Séléka, le chef de l'État centrafricain n'a pas su stabiliser le pays. Aujourd'hui encore, près de 1600 militaires français sont déployés en Centrafrique. Un ancien SS allemand rattrapé par la justice, 70 ans après le massacre d'Oradour sur Glane, l'octogénaire est inculpé pour meurtre et complicité. La tuerie du 10 juin 1944 dans ce village de Haute-Vienne avait fait près de 650 victimes. À peine âgé de 18 ans au moment des faits, l'homme nie toute participation à ces crimes. Après 3 ans d'enquête, la justice allemande lève le voile sur un moment délicat de l'histoire entre la France et l'Allemagne. Un geste fort qui fait écho à la venue du président allemand en septembre dernier sur les lieux du massacre. Michael Schumacher évoluait à une allure tout à fait normale. C'est ce que révèlent les premiers éléments de l'enquête sur l'accident de ski du champion de Formule 1 sur les pistes de Méribel. Le film capturé par la caméra placée sur le casque de l'ex-pilote confirme bien que celui-ci était techniquement hors piste de quelques mètres. Il reste encore à préciser les responsabilités de chacun. Hospitalisé pour un grave traumatisme crânien le 29 décembre à Grenoble, Michael Schumacher est toujours dans un état critique. Coup d'envoi des soldes d'hiver. Selon un sondage Ipsos, 74% des Français devraient s'y précipiter. Un taux en constante diminution, en particulier pour le marché de l'habillement. La faute aux promotions et autres soldes flottantes qui courent tout au long de l'année. La chasse aux bonnes affaires est lancée et durera jusqu'au 11 février prochain. Et dans la suite du 22h, on accueille avec Laurent Geoffrin, Jean-Sébastien Ferjou et Hervé Baudry, Elisabeth Chavelet. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Paris Match et on va évoquer, messieurs, madame, les élections municipales à Marseille et un sondage IFOP fiducial en partenariat avec Public Sénat, Paris Match et Sud Radio. Alors Elisabeth Chavelet, la bataille va être serrée, on va voir les chiffres. Le candidat socialiste à Marseille, Patrick Minucci, devancerait d'une courte tête à un point avec 41% des voix le maire UMP Jean-Claude Gaudin qui obtiendrait lui donc 42 pour Patrick Minucci, 41 pour Jean-Claude Gaudin. La bataille va être très serrée. Oui,
Oui, en fait, ces résultats, ça préjuge en rien. On ne sait pas du tout ce qui va se passer au deuxième tour, parce que pour résumer, très succinctement, chacun a des handicaps et des atouts. Alors, Menucci, il part avec, je pense, 2 gros atouts. C'est qu'il est très soutenu nationalement. Jean-Marc Ayrault est descendu récemment avec 5 ministres, pas moins. Pendant ce temps-là, François Hollande dit qu'il faut que les ministres restent à leur place, mais il est descendu comme ça. Et donc, c'est un gros soutien. Bon, malheureusement, à Marseille, c'est comme d'habitude le bazar. Et il a 5 listes avec lui. Et dans ces 5 listes, il y a beaucoup de gens qui risquent de ne pas le soutenir au second tour, soit parce que c'est des partisans de son adversaire, soit parce qu'ils veulent un coup de balai général dans ce clientélisme, etc. Donc on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Donc les 25 du premier tour, qu'est-ce que ça va donner au second tour? On ne sait pas. C'est une grande interrogation. Grande interrogation. Quant à Gaudin, lui, son grand handicap, c'est manifestement son âge. C'est manifestement aussi tous les reproches qu'on lui fait, pas de prendre assez de jeunes, ce qui est assez faux d'ailleurs, parce qu'il a pris des jeunes et des femmes, mais il n'a pas de réserve apparemment. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le grand point d'interrogation de Marseille, c'est le Front National. Et le Front National fait quand même 21%. Alors le Front National... Il peut être le faiseur de roi dans cette élection-là. Mais plus que le faiseur de roi, parce que, certes, il peut se maintenir, mais bon, ils ont d'ailleurs un bon candidat, un Ravier, c'est un type de 44 ans, assez jeune, mais qui est très, très mordant, et qui fait de la politique, c'est un vieux routier, qui sait ce qu'il dit, bon. Mais surtout... Paris Match a fait une enquête à Marseille, et Stéphane Ravier a dit, franchement, il a dit, moi, j'accepte toutes les alliances électorales entre les 2 tours. Alors que va faire la droite? Que va faire Gaudin? Gaudin a dit récemment dans une interview, je crois que c'était au Figaro, il a dit mais moi c'était antédiluvien quand en 1986 je crois. Il s'était allié pour les régionales. Oui. Il a dit c'était antédiluvien, jamais d'alliance. Mais vous connaissez Marseille mieux que moi, il n'est pas seul. Et est-ce qu'il y aura des alliances qui se feront dans d'autres choses? Et finalement au fond, ça peut être le laboratoire d'une explosion de l'UMP. Enfin, moi, je pense que ça peut... On va voir comment ça se... Mais pour la gauche, c'est un rêve de prendre Marseille, la 2e ville de France. Ça effacerait tout le reste. Ce serait un succès très important. Donc ils vont y mettre le paquet. Oui. Est-ce que la droite en face va se laisser faire? C'est pas sûr du tout. Alors, donc à quelles conditions? Mais moi, je pense que ça va être vraiment le laboratoire d'une... Donc bataille serrée, laboratoire d'une possible explosion de l'UMP. Au Front National, Hervé Baudry, un petit détour par votre caricature. Résultat serré, on va être serré comme les sardines. Quand je suis fatigué. Début d'année. C'est pas grave. Indulgence accordée. Laurent Geoffrin, on verra donc l'attitude et la position de l'UMP par rapport au Front National. Vous pensez que la même chose également, laboratoire probablement à Marseille pour ces municipales? Évidemment, si une partie de la droite marseillaise s'allie avec le Front National, ça aura valeur d'exemple. C'est pas le cas du tout, pour le moment. On est dans les... C'est tout le contraire qui est dit. D'une manière générale, l'UMP, il faut le dire, a été tout à fait... courageuse dans cette affaire de Front National depuis longtemps. Oui. Puisque souvent la victoire, s'il s'allie avec le Front, serait à portée de main, il refuse. Donc, François Fillon a lancé quand même quelques... Oui, alors il y a pas longtemps, il y a des dérapages. Quelques balles, il y a des dérapages idéologiques, il n'y aura pas des thèmes du Front, mais sur le plan électoral, ils ont été corrects jusqu'à présent. Il a quand même dit, moi je m'allierai avec le moins sectaire, donc si on... Oui, mais alors il a tellement pris sur la figure qu'il a fait plus ou moins la machine arrière. Perdre Marseille, ça serait quand même pour la droite encore faut-il que la gauche gagne Paris. Voilà. Et si la gauche gagne Paris et Marseille, vraiment pour ces élections municipales, on va se focaliser sur ces villes et ça ne pourra pas dire que c'est une défaite. Gagne Marseille comme à Lille et à Lyon, les candidats de gauche, ça serait cette vague bleue se transformerait en une vague rose. Donc c'est à voir. Jean-Sébastien Ferjot. Par les résultats des européennes derrière, qui elles seront catastrophiques de toute façon pour la gauche, parce qu'effectivement il peut y avoir des effets dans les grandes villes qui masquent l'ampleur de la défaite, parce que quand on regarde l'ensemble des villes, il y a quand même un effondrement de la gauche dans les villes où la gauche n'est pas sortante, et puis une bien moindre mobilisation de l'électorat de gauche qui quand même sanctionne la politique nationale. Donc il y aura peut-être Paris, Marseille ou XK qui effaceront un peu la défaite, mais ça sera vite rattrapé aux européennes. Et on aura l'occasion de parler d'autres villes, ensemble, Elisabeth Chavelet, puisque ce sont des sondages donc en partenariat avec l'IFOP, Paris Match, Public Sénat et Sud Radio. Merci à vous. On fait un détour par la dernière caricature ce soir d'Hervé Baudry. Gaudin, il a connu le vieux port jeune. Mais oui, c'est pas gentil. C'est pas que j'aime bien. Mais est-ce que c'est pas le mandat de trop aussi? Je sais pas. Écoutez, bonne question. 74 ans, 4e mandat, ça fait beaucoup. Mais regardez, la bataille est serrée. Comme quoi, ce sont les Marseillais
qui vont évidemment faire leur choix. Merci d'avoir été nos invités pour ce journal. On arrive à la fin de ce 22h. Merci à vous, surtout de nous avoir suivis. Tout de suite, l'émission Déshabillons-les. Belle et douce soirée. À demain, avec plaisir, bien sûr.